de dire la bienvenue à vous tous et en particulier à notre invitée du jour qui s'appelle Anne-France Bonnet. Anne-France, bienvenue parmi nous et merci de ta présence. Ce matin, pendant 1 heure, donc avec nous, on se quittera à 10 heures et on a pour vocation dans ces meet-up Holacracy avec Isabelle et donc votre serviteur, le plaisir de les animer depuis, on le disait tout à l'heure dans une discussion liminaire, depuis maintenant plus de 4 ans et demi. On a donc pour vocation de vous donner envie en fait d'aller plus loin en holacratie, de vous donner envie de rester en contact avec cette approche, cette aventure humaine en fait. On parle de technologie sociale, mais c'est encore plus profondément une aventure humaine qui consiste, et ça c'est mon ikigai, à nous réconcilier avec le travail. Et pour Happy Work, poursuivre la raison d'être, et je vous la livre, celle de Happy Work, de rendre les organisations profondément agiles et épanouissantes. Et c'est peut-être aussi une formule pour Holacracy, qui est un outil. Et ce n'est qu'un outil, Anne-France nous en dira un mot, pour viser cette ligne d'horizon, pour tendre vers, puisque vous savez que la notion de tension en holacratie est déterminante, c'est une façon de revisiter le vocable de tension que de dire tendre vers. Et donc, ce mouvement, parce que c'est un mouvement, c'est quelque chose, les Espagnols parlent de movida, mais c'est quelque chose qui n'est pas une mode, qui est un mouvement, une lame de fond profonde. Holacracy traverse plusieurs milliers d'organisations à travers le monde, sachant qu'il y a 3 millions d'entreprises en France, donc ça reste relativement pionnier. S'il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont embrassé cette approche en France, sur une totalité de 3 millions d'entreprises, on a encore du travail. Eh bien, c'est tout de même un mouvement très à l'œuvre. Il est incarné, Anne-France nous montrera une fois de plus en quoi et comment il est incarné par elle, par son organisation qui s'appelle Nova Vista, qui consiste à améliorer l'impact sociétal des organisations. Et Anne-France nous dira pourquoi elle a adopté Holacracy en octobre 2017 avec son équipe. Eh bien, ce mouvement est à l'œuvre et est aussi incarné par des entrepreneurs, des entrepreneuses, des dirigeantes d'entreprises et par des équipes. Depuis une petite dizaine d'années, c'est l'âge de Holacracy, à peu près 10-11 ans. Donc c'est une technologie sociale relativement nouvelle. Et donc on veut vous montrer en quoi c'est non pas du tout une utopie, mais quelque chose qui fonctionne. On n'a pas dans l'idée de présenter Holacracy. Pour cela, avec Happy Work, on en dira un tout petit mot tout à l'heure, on organise des journées découvertes, parce que plutôt que de parler de la molécule H2O, on préfère plonger dans la piscine. Donc ce n'est pas du tout une présentation de Holacracy, c'est plutôt un regard sur Holacracy avec à chaque fois un angle. Et aujourd'hui, on trouvera des points de convergence ou de congruence entre Holacracy et Société à Mission, dont nous accueillons, en la personne d'Anne-France, la secrétaire générale de la communauté du même nom, la secrétaire générale de la communauté des entreprises à mission. C'est une des vertus, une des casquettes portées par Anne-France également. Voilà, vous savez aujourd'hui qu'on a rendez-vous avec une femme parce qu'on a placé les 3 derniers meet-up et aujourd'hui c'est le 4e de cette série, placé sous le signe des pionnières qui font bouger les lignes du management. Et là encore, Anne-France, elle est très porte-étendard, vous le verrez, de la parité. Peut-être à son corps défendant, parce que je crois que Anne-France a beaucoup de masculin en elle. Isabelle, j'ai fait allusion à Isabelle Rapard à l'instant, qui va jouer le rôle d'ancrage technique. Donc, s'il y a des soucis de micro, etc., elle se permettra peut-être de les éteindre. Si vous avez un chien qui aboie, un marteau-piqueur dans votre background et que votre micro est allumé, n'en voulez pas, Isabelle, elle veillera à préserver notre quiétude sonore. Et puis tout à l'heure, Isabelle nous enverra dans des micro-salles de discussion, parce qu'il n'y a pas de meet-up sans opportunité de rencontrer les gens. Ça s'appelle meet-up et nous, on a à cœur d'accomplir la promesse de se rencontrer. Anne-France, on se posait la question de pourquoi nous sommes au monde, mais pourquoi toi, tu as adopté Holacracy, donc on le disait, en octobre 2017, et si tu te poses la question aujourd'hui de pourquoi tu l'as fait. Donc, 2 questions. Pourquoi à l'époque tu l'as fait et est-ce que tu saurais dire, tiens, après maintenant un peu plus de 3 ans donc, de retour sur expérience, pourquoi tu l'as fait? Alors déjà, merci de vos partages de raison d'être. C'est sincère, poétique et très inspirant. Donc, ça a de la gueule. Alors, les raisons, en fait, moi j'ai envie de vous partager peut-être 2 raisons. La première, c'est une rencontre avec Bastoun et Isabelle. Donc, je pense que c'est important parce que sur des concepts de ce type-là, Bastoun le rappelait,
loin d'être une technique, c'est aussi un état d'esprit, une vision. C'est assez immatériel, donc pour être convaincu et comprendre, il faut que les personnes qui en parlent l'incarnent vraiment. Donc, quand Isabelle m'en a parlé au départ, j'ai vu un machin et après, j'ai compris. Donc ça, c'est un premier point important, il me semble. C'est voilà, il y a des passeurs qui passent bien le sujet. Et la deuxième raison, de façon très intuitive, c'est que moi, j'ai créé et je pilote un cabinet de conseil. Le conseil est un métier, entre guillemets, ancien et qui revêt certaines normes, certaines façons de faire. C'est un métier qui est difficile, mais ce qui est particulier dans le conseil que nous menons, c'est sa finalité. Et les consultants qui intègrent l'équipe de Nova Vista sont des jeunes qui ont beau avoir fait des écoles de commerce, ils ont très tôt choisi leur camp et donc ils travaillent tous les jours au bout du bout du bout pour contribuer au bien commun. Et ils avancent un peu masqués parce que dans leurs grandes écoles, ils ont dû avancer masqués. Donc heureusement, maintenant, il y a beaucoup de cours, de tracks, en fait, de cursus qui proposent de travailler sur l'innovation sociale, l'impact, le développement durable, mais c'est encore une minorité dans les grandes écoles, on a beau dire. Et ensuite, quand ils se retrouvent sur le marché du travail, ils arrivent dans ce métier qui est difficile, mais avec le sens qu'ils souhaitent y donner. Et moi, je me disais assez intuitivement, et c'est pour ça que c'était intéressant la rencontre avec Isabelle et Bastoun, qu'il fallait un système assez particulier, il fallait quelque chose de différent dans nos façons d'être ensemble, d'inventer nos approches, de ne pas se perdre en chemin auprès de nos clients. Et j'ai trouvé que l'approche holacratique était hyper congruente pour un collectif aligné en permanence, qui rencontre des difficultés, qui rencontre des doutes, qui se questionne aussi, est-ce qu'on peut y arriver chez un tel? Est-ce qu'on a le droit de travailler dans tel type d'organisation? Voilà, ça pose tout un tas de questions et on avait besoin d'être agile, rapide et aligné en permanence. Voilà, et je me suis dit de façon très intuitive, c'est ça. Donc voilà, on a eu la chance d'être accompagné par Bastoun et l'aventure a démarré comme ça, donc en 2017. Et avec retour en arrière, impossible. Ça, déjà, Ah, et donc, de manière intuitive, tu le disais à l'époque, pour prolonger l'intuition, si tu devais post-rationaliser, tu le disais à l'époque parce que tu es venu lors d'un meet-up Holacracy intervenir non pas dans la page comme aujourd'hui et plutôt à la marge, mais tu avais quand même dit que une des raisons pour lesquelles tu avais adopté cette approche, c'était que ça te permettait aussi, de façon un peu triviale, de cocher la case gouvernance pour toi, parce que c'est une case déterminante dans les conseils que tu prodigues auprès d'organisations qui doivent s'intéresser à la façon dont elles s'organisent, au-delà de la façon dont elles proposent des produits et services et au-delà de la façon dont elles font des achats, c'est-à-dire la façon dont elles consomment elles-mêmes et la façon dont elles produisent. Elles ont un troisième item qui est la façon dont elles s'organisent. Et toi, tu es très attentive à la façon dont les entreprises s'organisent dans tes conseils, mais à commencer par balayer devant ta porte. Et Holacracy te permettait de balayer devant ta porte en améliorant ton organisation. Tu le disais à l'époque. Mais comment, en 2021, tu post-rationalises ce choix? Alors, tu vois, c'est intéressant parce que je ne me rappelle pas que j'avais cité cet argument qui est un peu subjectif, c'est vrai, mais on a l'habitude de s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on promeut à l'extérieur. Donc, on est nous-mêmes un laboratoire en fait de nos propres convictions. Donc, c'est vrai que cette gouvernance plate, agile et réactive, on voulait la tester pour voir ce que ça produisait. Et là, c'est plus un raisonnement objectif. Mais en même temps, si on dézoome un petit peu, moi, il y a un argument en faveur de l'holacratie qui m'a beaucoup frappé. C'est même s'ils ne voient pas que c'est pour ça qu'ils enfin, ils l'ont pas dit pour ça, mais c'est les chercheurs des mines ParisTech qui, quand ils ont modélisé, en fait, qui s'appelait à l'époque, je fais une petite, pardon, hein, je suis très bavarde, je fais un petit hors-sujet, peut-être Bastoun, tu m'arrêtes. Hein. Non, non, tu fais pas de hors-piste. Continue, France.
Quand ils ont théorisé ce qui s'appelait à l'époque la société à objet social étendu, qui est une espèce de, enfin voilà, qui est leur vision de ce qu'on appelle la société à mission aujourd'hui en France, eh ben, ils étaient partis du principe que en 1807, il y a eu la création de la société anonyme, Oui. et en fait, sans qu'on s'en rende compte, l'entreprise s'est perdue. Le mot entreprise n'existait plus dans la loi, et c'est devenu la société. La société, qui est une entité composée de capitaux, avec des actions qui peuvent être librement cédées. Et on a tout simplement oublié depuis 200 ans qu'une entreprise, c'est un collectif composé d'hommes et de femmes qui innovent, voilà, qui se mettent en mouvement. Et en fait, et on a vu les dégâts que ça a causé en chemin. Donc, il y avait un vrai risque. Et je trouve que la dynamique holacratique vient toucher du doigt le point que le gouvernement a voulu traiter à travers la loi Pacte, en resignifiant quelque chose de tout simple, hein, qui est de dire l'entreprise est un lieu où les femmes et les hommes se sont engagés. Certains y mettent du capital, d'autres du travail. Et un management holacratique qui recrée ce lien, met en mouvement un collectif de façon agile et permanente, est je trouve, un soutènement assez fort pour recréer cette dynamique. Mm. Tu vois. Passionnant. Là, tu fais allusion peut-être au Code civil et à l'article Ouais. 1831 qui avait une vision minable, enfin, ou minimaliste, devrais-je dire. Minable, c'est peut-être un peu mordant, mais quand même, oui, très réduite du régime d'association qui consiste à faire du bénéfice, hein, pour le dire vite, c'est un contrat entre deux personnes ou plus qui consiste à faire du bénéfice et à profiter des retombées économiques. C'est une vision très minable, minimaliste de l'entreprise. Et alors, qu'apporte la loi Pacte? L'article 1833 et 1835, veux-tu nous dire plus concrètement en quoi consiste la société à mission Alors, en Anne-France? fait, il faut avoir en toile de fond qui est hyper passionnant, même si les médias parfois voient les choses de façon un peu court-termiste et un peu cynique, c'est qu'en fait, les, 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 les différentes parties prenantes de la réflexion sont parties de ce premier constat que je vous ai partagé, c'est-à-dire que on a oublié l'entreprise depuis 200 ans, on a oublié ce que c'était vraiment. Et deuxième constat, depuis 50 ans à peu près, le rôle des acteurs économiques et des entreprises est avéré dans les grands défis socio-environnementaux du monde. Donc pendant 50 ans, enfin il y a 50 ans, il y avait quelques chercheurs qui criaient, levaient la main. Donc aujourd'hui, c'est clair et net, le rôle des entreprises est avéré. Donc elles ont un rôle en négatif et bien sûr en positif, puisque les gouvernements ne peuvent plus rien faire seuls. Les enjeux sont trop forts. C'est les entreprises qui sont à la manœuvre, qui, main dans la main avec la société civile et les gouvernants, peuvent arriver à faire en sorte que le plus de degrés soit à peu près limité dans les années qui viennent. Donc, face à ces deux constats, ils se sont dit, mais comment on peut faire pour que société civile, entreprise, voilà, tous les acteurs tentent de comprendre et de retoucher du doigt à quoi sert un acteur économique. Et donc, ils ont une réflexion donc très challengée par les chercheurs des mines, et c'est ça qui est intéressant, assez innovante, qui est très regardée par l'Europe, où en fait, ils ont créé un effet de souffle très fort en pétant le Code civil, qui avait été créé par le sacro-saint Napoléon à l'époque. Ils l'ont cassé en rajoutant une petite phrase et qui change rien, mais qui change tout. Et en fait, pour les Français, c'est très important de toucher au Code civil. Et à partir du moment où ils savaient qu'en touchant le Code civil, ils allaient créer un effet de souffle, et ils ont proposé deux concepts tout à fait nouveaux, qui sont plutôt du registre de la philosophie et qu'ils ont intégrés dans le dictionnaire du management. Donc, le Code civil, ils ont modifié le 1833 en rajoutant une phrase. Je peux peut-être vous partager le truc, Oui. vous éclairer. Alors, attendez. Comme ça va vous aider à mémoriser peut-être. Et quand tu dis il s'agit des papas de la loi Pacte, hein, le plan d'action Mais de en fait, croissance et de transformation des entreprises.
Nicole Notat et Jean-Dominique C'est Sénard ça. qui ont été missionnés pour penser tout ça. Et ils ont fait... C'était assez nouveau quand même, ce process. Les Français sont très critiques, mais ne regardent pas ce qui est bien fait. Ils ont quand même échangé pendant 6 mois avec 250 personnes pour arriver à une vision fine et intéressante d'un cadre réglementaire qui soit transformatif. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez la Très slide. bien. Donc, vous voyez que l'étage numéro 1, le soubassement, c'est le code civil, c'est l'effet de souffle. Et donc, en fait, ils ont rajouté une phrase qui ne change rien, mais qui change tout, puisqu'elle dit ce qu'on savait déjà, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? La société est gérée dans son intérêt social. Donc, mot nouveau dans le texte de loi, ils sous-entendent que la société a un intérêt social en propre, indépendamment de l'intérêt des actionnaires, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Point. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que toute organisation économique présente sur le territoire français se doit de se questionner en day-to-day sur les conséquences de ces décisions au regard de ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça crée un effet de souffle très important. Dans tous les conseils d'administration, ça y est, il y a des nouveaux règlements intérieurs pour prendre en considération ces sujets-là. Et là où ils ont été malins, ils ont proposé, mais ça n'est qu'une proposition, 2 concepts très philosophiques qui sont celui de la raison d'être et de la mission. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, mais là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont proposé des mots qui intéressent les dirigeants. Ils n'ont pas proposé la RSE, qui est un concept, un acronyme technique qui n'intéresse pas le dirigeant au fond. Le dirigeant le laisse à des experts. Quand on parle de raison d'être et de mission, là, les dirigeants, ça les intéresse. C'est leur domaine. Donc, c'est là où ils ont été très forts et c'est là où, en fait, les organisations, chemin faisant, se posent la question de pourquoi elles existent, reprennent en main un vocabulaire plutôt, enfin, reprennent en main le sens des mots. Et au fond, ce qui est intéressant aussi, c'est là à nouveau, on fait un lien avec l'holacratie, c'est que quand on parle de raison d'être ou de mission, on ne peut pas ne pas le faire en collectif. C'est impossible. Ça n'est jamais un comité exécutif tout seul qui réfléchit à ça. Donc, il y a des dynamiques collectives dans les organisations qui se mettent en chemin pour réfléchir collectivement à pourquoi je me lève tous les matins, pourquoi j'existe, à quoi on sert. Et juste pour vous toucher du doigt la différence entre la proposition de la raison d'être et la proposition de la mission, c'est que tout simplement, la mission, c'est une raison d'être assortie d'engagement que je loque dans mes statuts. La raison d'être, c'est pour des entreprises qui n'ont peut-être pas la marge de manœuvre actionnariale pour y aller tout de suite, et elles mettent dans leur statut que la raison d'être. Voilà, donc d'un côté, je mets ma raison d'être, c'est-à-dire j'ai fait un exercice collectif pour retrouver le sens, et ce sens, je le mets dans mes statuts, ça devient mon pacte, voilà, les tables de la loi. Ça, c'est l'étage numéro 2. L'étage numéro 2, et les sociétés à mission, c'est celle qui dit, moi je veux aller plus loin, je définis collectivement ma raison d'être, et j'y associe les principes pour la faire exister, des engagements. Et en plus, comme je suis sur des sujets qui sont très compliqués, c'est une mise en mouvement, une mise en dynamique, j'ai une gouvernance particulière avec un comité de mission qui va m'aider sur mon chemin. Et je vais être contrôlé. C'est pour ça que l'étage numéro 3 est plus important. Et pour terminer la congruence avec l'holacratie, ce qui est très intéressant dans ces 2 propositions, c'est qu'il ne s'agit que de tension, de mouvement, et de rendre explicite et de partager en fait son projet. Parce qu'il y a plein de gens qui vous disent oui, mais moi je suis déjà société à mission. Vous avez dû entendre des mutuelles, des coopératives qui disent mais attendez, nous les gars, on n'a pas attendu la loi Pacte, on est déjà une société à mission. C'est pas vrai. Les coopératives, elles ont un registre particulier de gouvernance. Et quel est leur projet fondamental et comment il est partagé par tous? Donc en fait, ce qui est très intéressant dans l'exercice de la raison d'être et de la mission, c'est que c'est un exercice collectif qui rend explicite et qui partage un projet. On le met en mots. Et ce projet, ça n'est que de la mise en tension, que de la mise en mouvement.
C'est un cadre d'arbitrage pour construire sa stratégie, voilà, pour avancer. Ce n'est pas un truc plat, c'est une grille de questionnement. Et en ça, l'holacratie est super congruente. Parce que l'holacratie, c'est une mise en tension, c'est une mise en mouvement, c'est une grille d'arbitrage permanente. Et avec la mission, nous on le vit chez Nova Vista, c'est une grille d'arbitrage permanente. Donc la mise en tension, parce que les boîtes qui vont jusqu'à la société à mission, elles se mettent en tension aussi parce qu'elles sont contrôlées. C'est là où ça devient compliqué, parce qu'il ne faut pas que ça soit un sujet de norme. Chaque mission est ultra singulière. Donc, il n'y aura jamais de référentiel pour contrôler la mission. Donc, c'est une mise en tension aussi de tous les organismes tiers indépendants qui vont aller contrôler en fait une mise en mouvement d'une boîte sur ce qu'elle s'est définie elle-même. Donc, c'est ça qui est rigolo. Ah oui. Ça a rendu fou les législateurs. Moi, j'ai vu les débats à l'Assemblée nationale à 4 h du matin, ils étaient comme des dingues parce qu'ils disaient, mais attendez les gars, vous dites à une entreprise qu'elle peut choisir elle-même sa mission, mais c'est un truc de fou. Donc, comment on va contrôler? Donc voilà. Donc, voilà. Je trouve que c'est une mise en mouvement très intelligente parce que pour la première fois, on fait confiance. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait la confiance, c'est clé. Oui, ça c'est sûr. Ah oui. Alors là, de ce point de vue-là, dans le pacte, dans le mot de loi pacte, il y a le mot transformation. Et on a reçu une alchimiste en la personne de Drolma Liscano la dernière fois, qui nous rappelait à l'étymologie du mot transformation. Et c'est vrai que nos métiers, alors là, nos métiers, Isabelle, moi, mais peut-être aussi toi, Anne-France et beaucoup des gens qui sont dans cette salle, consistent à transformer l'état de l'art, à transformer les gens avec lesquels on est en contact et les organisations. Et donc, il s'agit moins d'aller de A à B, parce qu'on dit souvent la transformation est un voyage, mais il s'agit peut-être moins d'aller de A à B que d'apprendre à être nomade. Et de ce point de vue-là, on est loin de Bicorp, dont on sait que Bicorp, c'est répondre à 200 questions, il faut avoir 80 points. D'ailleurs, il y a à peu près 80 000 sociétés qui se sont essayées à glaner ces points-là parce qu'il y a un questionnaire en ligne et en moyenne, elles ont, paraît-il, 50 points. Donc, c'est difficile, Bicorp. Je n'enlève rien au mérite d'être bicorpisé, mais on est loin, là, d'après, à t'entendre, Anne-France, du label et du référentiel. On est vraiment dans une expérience un peu nomade Alors, quand on va vers l'entreprise à mission. Toi, ouais, tu es entreprise à mission depuis oui, le 6 février 2020. Tu es la deuxième entreprise à être devenue entreprise à mission avec Nova Vista. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose d'un peu nomade? alors en fait, derrière, il y a je dirais que pour le pratiquer depuis un certain temps, il faut se dire, moi j'aime beaucoup ce que tu dis sur ce nomadisme en fait, c'est pas point A, point B, c'est qu'on a une grille de lecture et on nomadise sur le chemin de cette grille de lecture. Néanmoins, il y a toujours des risques, tu vois, de ce qu'on appelle du social washing ou du mission washing, ou tu vois, du manque de sincérité quand même. Et les sociétés à mission ne souhaitent pas être abîmées par certaines entreprises qui ne prendraient pas le sujet par le bon bout. Et quand même, et ça Nicole Notta le disait, l'a dit très fortement dans le rapport Notta-Sénard, c'est que on ne peut pas imaginer une société à mission irresponsable. Et donc, comment tu fais pour, tu vois, cadrer ton chemin et là aussi te questionner sur la responsabilité de tes pratiques, parce que tu peux avoir une mission hyper forte au niveau de transformation tu vois, environnementale ou autre, et être à chier sur la façon dont tu gères le corps social. Donc, mine de rien, ce qui se passe, c'est que très souvent, les sociétés à mission se dotent, tu vois, d'un cadre, tu vois, pour évaluer et sécuriser la responsabilité de leurs pratiques, indépendamment de leur mission. Et Bicorp sert à ça. Par exemple, tu vois, moi, si je Oui. peux vous faire un schéma simple, c'est que nous, on est également Bicorp. Oui. Bicorp, ça te met en tension sur la façon dont tu la valeur en interne, sur comment tu crées ta grille de salaire, est-ce que tu as un cadre social, tu vois, mais c'est plus sur des pratiques. Oui. Mais en rien, Bicorp ne vient challenger ou t'aider à construire ta mission. Ah, C'est voilà.
un cadre de cohérence de pratique responsable. Merci Anne-France. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur des clients en ce moment qui sont comme ça un peu galvanisés par l'entreprise à mission ou au contraire en En fait, difficulté? ce que je peux partager, c'est peut-être les deux extrêmes en fait. Et les deux extrêmes au démarrage du processus et à la fin. Et, ce qui est intéressant déjà, c'est que pour définir un sujet pareil, donc ces raisons d'exister et comment je me mets en tension pour exister toujours demain, avec derrière ce registre d'utilité au monde, évidemment c'est itératif. C'est je remets le sujet régulièrement, j'itère, et ça peut aller de 6 mois minimum à 4 ans. Il y en a qui mettent 4 ans à craquer leur raison d'existence. Euh, euh, c'est itératif, c'est forcément collectif, je vous l'ai dit, et il faut tout le dirigeant dans la boucle. Si ça ne vient pas de lui, c'est pas la peine d'y aller. Mais on ressent très vite au départ, et on est tous pareils, hein, ce biais cognitif entre est-ce que je suis en train de construire le énième slogan qui va bien, ou qu'est-ce que je suis en train de construire. Et en fait, c'est très compliqué de se dire qu'on construit quelque chose de nouveau. C'est un objet qui est complètement nouveau, ça n'existait pas avant. Donc, même appliqué à nous-mêmes, c'est compliqué. Et donc, je le vois chez les clients, ils mettent un certain temps à arrêter de penser qu'ils sont en train de construire un objet de communication. Ça n'est pas un objet de communication. Et c'est hyper compliqué mentalement. Donc, quand ça décante un peu, là, au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de mois, là, ça y est, ça libère et les choses deviennent singulières, justes et réfléchies. Après, on n'est pas bisounours non plus. Quand vous regardez dans la presse, il y a quand même beaucoup d'exercices imposés. Bruno Le Maire a envoyé comme injonction forte auprès des entreprises à participation publique de se doter d'une raison d'être. Il y a plein d'entreprises publiques qui l'ont fait avec un regard très politique et avec une vision, elle n'est pas insincère, mais assez utilitariste du sujet. Donc, je pense que vous verrez, chemin faisant, assez vite les organisations qui s'emparent vraiment de ce nouvel objet, les autres qui le font par exercice imposé. En tout cas, ça ouvre des voies. Il y a même, je reprends souvent les mots de Pascal Demurger, qui est le patron de la Maïf, qui lui s'est attelé à l'exercice pendant un certain temps avec l'ensemble de son groupe. Et lui, il parle de vertige. Et il le ressent vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de vertige à voir qu'on est complètement ouvert sur son écosystème et qu'il n'y a plus aucun retour en arrière possible. C'est fini. L'ensemble du corps social a passé à changer un cap. Et c'est vrai qu'à la Maïf, le jour où ils ont annoncé collectivement leur raison d'être, il y avait une espèce d'émotion au milieu des sociétaires. Ça paraît con, hein, mais ils ont revu leur projet de demain avec en une phrase. Donc, Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas bisounours. Il y a de la sincérité et aussi de l'insincérité. Après, à chacun de prendre le sujet et de lui donner de la puissance qu'il veut lui donner. Mais ce n'est pas un objet de communication. On pourrait dire, moi, en tant que communicant, j'ai toujours regardé la communication comme étant une possibilité de définir un sens en commun. Communiquer, ça pourrait vouloir dire ça. En tout cas, Anne-France, il y a une question quant au vertige qui prolonge cette histoire de vertige, quant au risque. Et la question c'est comment se verbalise la prise de risque d'une transformation vers holacratie plutôt que sa mesure. Comment se verbalise la prise de risque? alors, moi, je vais être hyper provocante. Alors, vous allez me dire, j'ai une boîte de 10 personnes, donc le risque est limité, mais je le vois bien dans les sujets de discussion que je peux avoir avec des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs, mais je trouve que la notion de risque, quand on parle d'holacratie ou quand on parle de raison d'être et de mission, en fait, c'est du hors-sujet. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne comprends pas, en fait. Puisque c'est quelque chose que l'on se construit soi-même, bah, voilà quoi. Enfin, donc, en fait, les avocats qui disent oh là là, attention, les raisons d'être, plus on est flou, mieux c'est, etc., c'est l'inverse en fait. Plus on est précis, plus on se couvre. Donc, oh là là, on va mettre des engagements. Oui, mais les engagements, c'est toi qui te les fixes.
Donc, tu as 2 ans pour te donner une direction qui va donner de la valeur à ton organisation. Alors, en fait, je comprends pas. Mais là, on est entre nous. Ça m'exaspère, en fait. Au contraire, ça permet à des dirigeants et à un corps social de préserver un projet. Donc, c'est Ouais. l'inverse. Alors là, tu viens de répondre à la question comment convaincre les chefs d'entreprise, ça peut être au féminin aussi, hein, de la J'entends réalisabilité. ce que je viens de dire parce que ça va. Mais Ça, au non, mais contraire, c'est un oui. élément de conviction parce que c'est une conviction que tu viens d'exposer et c'est peut-être une façon de convaincre cet échange interconvictionnel parce que tu réponds à une question qui est celle-ci, comment convaincre les chefs d'entreprise de la On pose, réalisabilité de l'holacratie. il y a 2 questions qu'on m'a posées en comité exécutif. C'est, oh là là, mais alors, il faut mettre tous les avocats dans l'histoire parce qu'attention, hein. Et deuxième question, mais et si on change d'avis demain, ça veut dire qu'on doit changer nos statuts. Ah, Donc, imaginez un peu le level quand même. Donc, ah, bah oui, euh, vous changez vos statuts une fois, si vous vraiment vous changez d'avis, parce que votre cadre de pensée collectif, il faut changer un mot, ben vous changerez vos statuts. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais un peu exprès de provoquer et je trouve que cette notion de prise de risque montre bien le biais cognitif dans lequel on est, de l'impossibilité de se penser acteur en société. C'est absolument affligeant. Donc, moi, je dis que c'est plutôt le risque de ne pas se poser la question. Ça paraît, enfin, c'est un peu bisounours, hein, ce que je veux dire, mais je le pense quand même très fort, hein. Et je trouve qu'en 2021, ne pas être en capacité de se dire quelle est l'utilité de l'organisation que j'ai montée pour le monde, ça pose un petit problème quand même. Parce que c'est juste ça, en fait. Et donc voilà. Donc, mais je ne dis pas ça pour convaincre. Les convictions, en fait, ce que je dis souvent, c'est ce que je te partageais ah, la dernière fois, si j'ai encore une minute. bien sûr, pour répondre à cette question en tout cas, oui. Ouais. En fait, les éléments de conviction, je vais juste vous partager les raisons que l'ensemble des dirigeants de sociétés à mission, en fait, quand on les écoute, vous regardez, voilà. En fait, quand vous posez la question aux dirigeants de sociétés à mission, ils disent tous la même chose. Ils disent pourquoi j'y vais. Et c'est dans le désordre, hein. Il n'y a pas un ordre hiérarchique particulier. Premièrement, ils prennent position. C'est des gens qui ont des convictions. Ils se sont construits chemin faisant. Pas forcément, ils n'étaient pas forcément convaincus au début. L'entreprise a un rôle et moi, je veux prendre position. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je veux être lisible. L'intérêt de rentrer dans cette mécanique, c'est qu'on a un projet qui est lisible puisqu'il est écrit. On reprend le sens des mots. Donc, ça donne de la lisibilité à mon étoile polaire. Troisièmement, ça me permet de me projeter. Vous avez vu, c'est une mise en tension. On n'a pas la réponse à tout. Dans une mission, il y a ce que je m'engage à pérenniser, mais il y a aussi ce que je m'engage à explorer. Le monde de demain, je ne le connais pas. Pour le monde complexe de demain, il faut qu'on ait une boussole forte pour que le collectif avance ensemble. Donc ça me permet de me projeter dans un avenir incertain. Ça me met en tension en permanence. Vous avez vu, c'est un cadre d'arbitrage. On se questionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vais innover tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un cadre de transformation. Bastoun l'a dit très, très justement, avec ce nomadisme de la transformation. Et ça, les dirigeants, ils ont très bien compris que c'était une mise en dynamique du collectif avec ce cadre-là, quoi. C'est ça qu'on se dit pour convaincre au départ. Mais bon, après, ils se mettent en chemin et c'est chemin faisant voilà, qui conscientise. Excellente réponse en nid d'abeille et visuelle proposée à la question posée par un des internautes, une des internautes, je ne sais plus si c'est Barbara. En tout cas, il y a une autre question qui vient, merci Anne-France. Comment expliquer l'intérêt de la transfo en holacratie à son équipe? Alors là, c'est une question focalisée aussi sur holacratie, mais c'est marrant parce que tu as répondu évidemment avec le prisme entreprise à mission, et c'est valable en cascade. Ce que tu as dit quant à la nécessité de se transformer et d'aller vers l'entreprise à mission est valable aussi pour holacratie. Et là, la question, c'est comment expliquer l'intérêt de la transformation en holacratie à son équipe. Ce qu'ils me disent, eux, c'est qu'il n'y a plus d'angle mort. En fait, une équipe qui n'est pas en holacratie se fait des films. Il y a des choses qui sont faites sans nous. C'est des patrons, c'est des trucs. Et en fait, en 6 mois, il n'y a plus d'angle mort. Donc c'est un peu problématique d'ailleurs, parce qu'ils sont tous en responsabilité, il n'y a plus d'excuses.
Je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être vrai quand même. Donc, ce côté, il n'y a plus d'angle mort et en réalité, tout est débattu sans consensus mou, hein. Il y a quand même des gens qui décident. Mais il n'y a pas d'angle mort et chacun a son mot à dire. En fait, ça met vachement en responsabilité. Je trouve que l'holacratie rend humble et on apprend tellement des autres que non, je n'étais pas particulièrement en avance. D'autant plus que j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes et c'est eux qui m'alignent, hein. Il y en a une il n'y a pas longtemps qui a décidé en séminaire, je veux que le mot de l'année soit la joie. On ne peut plus des Zooms, des Teams, de la mise en place permanente. Et elle m'a donné, ça m'a donné une claque, quoi. Je me suis dit, c'est elle qui a raison. Merci à propos de cette profondeur. Merci pour ta profondeur éditoriale, pour la puissance de ton propos, l'animalité que tu y mets. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et tu disais d'ailleurs tout à l'heure, on est des mammifères. Vivement qu'on se voit à nouveau. Là, on était sur Zoom. On fera des meet-up en réel bientôt, c'est promis. Le prochain, il sera encore en visio, mais peut-être celui d'après, on va se retrouver pour se réconcilier avec la joie. La joie qu'on a eue à te recevoir aujourd'hui, Anne-France, vraiment. La joie qu'on aurait à vous recevoir, et c'est Isabelle met peut-être le lien dans le chat si vous souhaitez découvrir de façon plus charnelle Holacracy. Certaines d'entre vous ont dû filer parce qu'effectivement il est 10 heures passées. Anne-France, encore beaucoup de gratitude pour cette matinée. Merci Anne-France, merci à tous pour votre participation. Ah oui. Et au plaisir de vous recevoir le 18 mai pour notre invité de chez Decathlon.